Toute seule. Donc je suis très honorée d'accueillir dans le cadre de cette table ronde Monsieur le professeur Michel Cyr Djena Wembou, secrétaire permanent du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, Monsieur Jean Paterne Meignier-Ekoga, vice-président de la BDEAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, également Monsieur Jean-Hugues Chérif, senior advisor chez Aegis. Et je vais vous laisser vous présenter, madame, parce que malheureusement, je n'ai pas de documentation à jour sur le sujet. Je suis madame Bongwande Nadège, directrice de la mobilisation des ressources à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Parfait, merci, bienvenue. Et moi-même, Sandrine Delivray, avocate associée, spécialisée dans les projets d'infrastructure et la structuration financière et contractuelle de ces projets d'infrastructure, notamment sur le continent africain. Donc nous allons ici à la fois parler de l'existant mais aussi du futur je propose de laisser tout d'abord la parole à monsieur le professeur Wembou pour une allocution et quelques mots d'ouverture dans le cadre de cette session. On peut passer directement à la présentation du PowerPoint ou si vous souhaitez dire quelques mots, libre à vous également. Alors on y va directement et on va demander donc aux organisateurs de bien vouloir lancer directement la présentation et on réagira ensuite dessus. Merci. Madame la modératrice, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que nous voulons remercier les organisateurs d'InfraWeek qui nous font l'honneur de venir ici pour vous parler des projets d'infrastructure dans notre sous-région. Au nom du président du comité des ministres de la CEMAC, le ministre Ondaye, qui, à la demande du président Sassou Nguesso, qui est le président dédié pour cette question dans notre sous-région, dont en leur nom, je vais donc présenter leur vision, les projets que nous avons pour la seconde phase du PREP-CEMAC et également les résultats attendus, la stratégie de financement. Je suis là en train des formations professionnelles de dérouler le plan de la présentation. Je crois que ma collègue ici sait ce que je suis en train de faire. Et je vais commencer donc par l'introduction. Le plan, il est là devant vous. L'introduction, deux éléments. Le premier élément, vu le temps qui m'est imparti, c'est de vous dire que les chefs d'État de la CEMAC ont, contrairement à ce qu'on peut penser, une vision. Quelle est cette vision? C'est de faire de leur zone un espace économiquement intégré qui tende vers la prospérité, un espace culturellement riche où la sécurité et la paix règnent durablement en se fondant sur l'état de droit. Et c'est fort de cette vision, c'est fort du succès de la mise en œuvre du premier programme de projets intégrateurs dont les financements avaient été mobilisés à Paris lors d'une table ronde en novembre 2020, qu'ils ont donc décidé de mettre en place un second programme de projets intégrateurs au cours de leur réunion tenue à Yaoundé le 17 mars 2023. Réunion au cours de laquelle Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui est aussi le président dédié au PREP-CEMAC, le président en charge des réformes dans notre sous-région, a proposé donc un programme de 13 projets. Je pense que tout le monde ici est familier à la CEMAC. Si ce n'est pas le cas, la répétition, n'est-ce pas, est mère de la pédagogie. Donc, je voudrais tout simplement dire que la CEMAC, comme vous voyez, se situe en Afrique centrale. C'est la seule région qui fait frontière avec les 5 autres sous-régions du continent. La CEMAC, c'est 6 pays, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon,
la Guinée équatoriale et le Tchad, un territoire de 3 millions de kilomètres carrés, une population de 63 millions. La CEMAC présente aujourd'hui un bilan positif. Un bilan positif qui se traduit par une amélioration des divers agrégats économiques, bien que l'activité dans cette région comme dans le monde entier continue de subir les effets de la pandémie de la COVID-19 et les effets aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Mais ceci comment? Grâce à la réussite et la qualité des politiques et des programmes entrepris dans la sous-région. Quelques chiffres pour indiquer la situation économique de la CEMAC. Le taux de croissance, 3,3% du PIB en 2022. Il devrait augmenter progressivement pour atteindre 3,5% à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'il y a une reprise plus dynamique du secteur hors pétrole. Autre chiffre intéressant pour nous, l'inflation. 6,1% en juillet 2023 et devrait ralentir pour atteindre 3,3% à la fin de cette année. Parce que les États de la région font ce qui est possible pour revenir en dessous du critère de convergence qui, dans notre région, est de 3%. Ensuite, gestion prudente de la dette. Les pays de la CEMAC ont appris des conséquences d'un manque de vigilance dans la gestion de la dette. D'où des économies caractérisées aujourd'hui par un taux d'endettement faible. En effet, suivant les perspectives régionales du FMI, c'est toujours mieux quand l'analyse et la vision viennent d'autrui et non de nous-mêmes, pas que nous ne soyons pas capables de le faire, mais parce que c'est leur rôle de regarder avec objectivité les choses. Donc, le taux d'endettement de la sous-région devrait s'établir à 46,2%. Nous sommes là très en deçà du taux de convergence de la dette qui est de 70% et en recul par rapport à ces niveaux de 2022, 49,6%, 2021 qui était de 57,3% et 2020, 60%. Ce qui est important dans le taux d'endettement, c'est d'examiner la tendance. Et ici, cette tendance est baissière. Elle continue à baisser. D'après les estimations de la BEAC, notre banque centrale, et on pense qu'elle pourra être en 2026 à 35,8%. Comme vous le savez, baisse de taux d'endettement signifie augmentation de la capacité d'endettement des États. Les deux vont ensemble. Donc, nous avions fait une table ronde. 3,3 milliards étaient attendus. On a eu 3,8 milliards. Nous sommes venus ici pour deux choses. Premièrement, qu'est-ce qu'on a fait de ces 3,8 milliards? Parce qu'il est important de rendre compte quand on a mobilisé des ressources. Si on ne rend pas compte, on continue à donner l'image des gens qui oublient que la redevabilité est le fondement de la crédibilité. Nous sommes aussi venus donc présenter nos propres efforts et le gap pour permettre la réalisation de projets d'intégration dans notre sous-région. Je commence par le compte rendu. Alors, pour ce premier programme, il y avait 11 projets intégrateurs. Des projets qui comportaient sur les infrastructures routières, parce qu'il faut relier toutes nos capitales. On parle de libre circulation des biens et des personnes, mais il faut bien des routes pour circuler et développer le commerce. Des projets qui comptaient sur le développement de l'énergie, parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation. Des projets qui portaient sur le développement de l'agriculture, parce qu'il faut faire en sorte que nous ne puissions plus dépenser une bonne partie de nos devises pour importer des produits que nous pouvons produire et qui parfois sont disponibles. Donc, de ces 11 projets, en moins de 3 ans, 8 des 11 projets ont démarré, sont effectivement en cours de réalisation. Je vais prendre 4 ou 5 projets. Le corridor Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso, Bangui, N'Djamena. Si vous regardez la carte, c'est le corridor qui va de l'océan Atlantique à Pointe-Noire, qui traverse tout le Congo, qui permet donc l'évacuation de tous les produits du nord du Congo
qui traverse le pont sur la Gouga, qui entre en République centrafricaine, qui est un pays enclavé et qui monte vers le Tchad. C'était l'ancienne route de l'Afrique équatoriale française, la principale route d'exportation des produits, du coton, etc. Nous ne revenons pas à la colonisation, mais ce qui était bien est toujours bien, quel que soit le statut juridique de la personne. Donc, traversons dans 3 pays. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? 1. Les travaux d'aménagement, de construction de la route Ouesso-Pokola, c'est-à-dire la route qui va de la frontière du Cameroun en diagonale vers la Centrafrique. Ça fait 56 km, ces travaux sont en route, en cours d'exécution. Même ceux d'entretien de la route qui va de Pokola à Gouga, frontière de RCA, 455 km, n'est-ce pas? On peut vous les montrer dans le... Oui, ces travaux sont en train d'être... C'est sur le terrain, il est important, n'est-ce pas? On n'a pas eu le temps de finaliser avec le film et interroger tous ceux qui bénéficient, mais on vous montre très rapidement comment les travaux se déroulent. Ensuite, le tronçon Inga-Owando, qui était un tronçon particulièrement dégradé, est achevé. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent l'Afrique centrale, on peut aller de Douala à Yaoundé, ça c'est au Cameroun, de Yaoundé jusqu'à la frontière avec le Congo, traverser la frontière, arriver à Ouesso et à Brazzaville. Le voyage, ça fait 2 jours. Et à vitesse normale, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une bonne route que tout le monde va aller mourir par excès de vitesse. Ensuite, donc, c'est une réalité, aller aujourd'hui du Congo au Cameroun ou vice-versa, par voie routière, sans problème. Au niveau de la RCA, comme vous avez vu qu'à partir du pont sur la Gouga, l'entrée en RCA, il faut monter jusqu'à la frontière sur le Tchad. Alors, les procédures d'appel d'offres des travaux de construction de bitumage, n'est-ce pas, ont été lancées. Pourquoi? Parce qu'il faut faire appel à la concurrence pour éviter de passer des marchés de gré à gré. Et nous connaissons les dégâts que les marchés de gré à gré ont causés à nos économies, surtout des dégâts réputationnels. Par la suite, nous avions une route qui devait aller du Gabon au Congo. Cette route, 31 km ont été faits du côté congolais, y compris le pont sur le Niari. Ensuite, de Dembo à Kibangu, je m'excuse, on va vous distribuer le PowerPoint avec les cartes, vous verrez. On a fini également 30 km parce que les 2 zones sont de grandes zones de production des 2 pays et il faut pouvoir évacuer les produits pour permettre l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Et de même, du côté du Gabon, du Dendé, d'Oussala, les dispositions sont prises pour continuer avec la mise en œuvre du projet. Donc, nous voyons là, n'est-ce pas, le pont dont je parle. Nos équipes, on les remercie pour avoir fait tous ces films, parce que ce n'est pas le présentateur qui s'est déplacé sur le terrain pour le faire. Ce sont des gens qui ont pris la peine d'aller le faire. Et moi, j'ai la charge simplement de présenter dans une salle climatisée. Voilà, mais je n'étais pas sous le soleil. Alors, ensuite, la route Kogo à Kournam. C'est le corridor qui va de Libreville au Gabon, en Guinée équatoriale, si vous avez vu la carte. Alors, 65 premiers kilomètres sont achevés. Les travaux de bitumage de la section à Kournamina, du côté de Guinée équatoriale, 111 kilomètres sont en cours. Autre défi que nous avions à régler dans le premier projet, l'interconnexion de nos pays par la fibre optique. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, là, c'est les derniers travaux avant qu'on inaugure entre le Congo et la République centrafricaine. En bas, c'est lorsque on a fait la ligne allant de Oyem, 24 km allant de Oyem à Kiossi, au sud du Cameroun. Donc, au jour d'aujourd'hui, les travaux d'interconnexion entre le Cameroun et le Congo, le Cameroun et le Gabon, le Congo et le Gabon, le Congo et la RCA, le Cameroun et la Guinée équatoriale sont achevés. Il reste RCA Cameroun et RCA Tchad et la boucle sera bouclée. Maintenant, nous avions un projet dans le domaine du capital humain pour mutualiser nos forces,
et donner la meilleure formation possible à nos jeunes dans les domaines pointus. Et nous avons donc une université inter-État Congo-Cameroun, parce que la qualité de la formation est absolument importante. Elle dépend de beaucoup de choses, du programme scolaire, du niveau général de recrutement des enfants, de la qualité des enseignements, de la qualité des enseignants, mais aussi des équipements dont ils disposent, de la bibliothèque. Et il ne faut pas se cacher, on ne peut pas toujours, dans toutes les villes, dans un État, avoir 1000 universités. Voilà pourquoi il y a une mutualisation des forces, surtout dans ces domaines pointus, domaine de transformation du bois, domaine d'alliage des métaux, domaine de recherche des ressources minières. Et là, ça s'appelle l'Université Congo-Cameroun. Le campus du Cameroun est pratiquement fini et équipé. Et les dispositions sont prises pour la construction du campus de Ouesso. Cette université a 2 campus. Le siège est à Ouesso. Un autre campus est à Samblima. Pour bon procédé, le patron est donc du Cameroun, puisque le siège est au Congo, et l'adjoint est congolais. Et contrôle le campus de Samblima au Cameroun. C'est ça aussi la solidarité. Elle ne doit pas seulement être théorique lorsqu'on fait des présentations dans une salle comme celle-ci. Cela doit se voir dans la gestion de nos ressources humaines. Présentation donc du deuxième programme. Le deuxième programme, comment est-ce qu'il a été choisi? Nous avions 162 projets pour 6 États. Alors, notre technique n'a pas été de prendre 2 projets par État parce que ce n'est pas la représentation à l'Assemblée nationale. Il s'agit de sélectionner à travers un processus transparent, inclusif et conforme aux normes internationales à la matière des projets qui répondent aux critères internationalement admis dans ce domaine. Premièrement, nous avons veillé au caractère intégrateur, au moins 2 pays bénéficiaires. Critère qui a éliminé les 3 quarts des projets, les 9/10, critère de la maturité. Un projet mature, c'est-à-dire c'était un projet disposant d'une étude de faisabilité réalisée à partir d'un APD qui est lui-même le développement d'un APS, un projet pour lequel le montage financier a été fait suivant les règles de l'art avec l'étude de risque, un projet qui détient une étude environnementale. C'est ce que nous avons fait et nous n'avons retenu que les projets matures, c'est-à-dire des projets répondant à ces critères, même s'ils ne concernent que 4 ou 5 pays, parce que comme j'ai dit, le critère n'était pas d'avoir 2 projets par État, étant 6 États, mais d'avoir uniquement les projets matures. Et ceci n'a pas valu que de sourire aux ministres, parce que certains n'étaient pas très contents, mais à la fin, tout le monde était content parce que nous attendons tous les résultats. Le message que j'ai à donner ici, c'est que les 13 projets retenus sont des projets matures. Toute la documentation, et j'insiste, toute la documentation requise, toutes les études existent. Tous ces projets sont disponibles avec les fiches techniques. Et on peut même déjà les consulter, soit sur le site web du PREP-CEMAC, soit sur celui de la table ronde. Très rapidement, les projets sont regroupés en 4 axes. Le premier axe, c'est le développement des infrastructures physiques en soutien au développement et à la compétitivité des économies de la sous-région. Ici, nous devons finir le corridor routier qui va donc de Brazzaville à Ouesso. Nous devons faire en sorte que le Tchad soit mieux arrimé au Cameroun. Donc, il y a une route qui va de Kélo par Léré. Nous devons faire en sorte de continuer la route qui allait du Gabon en Guinée équatoriale pour qu'effectivement elle arrive à Libreville. Il faut étendre le chemin de fer entre Ngaoundéré au Cameroun et N'Djamena au Tchad, parce que le chemin de fer qui va à Douala s'arrête à Ngaoundéré. Et l'itinéraire qui est choisi, c'est ce que nous appelons l'option B, parce qu'il y avait l'option ABC, vous verrez dans les documents techniques, qui permet donc de terminer cette ligne de chemin de fer. Et nous avons donc d'autres routes entre le Gabon et le Congo, aménager les accès routiers au pont route rail. Vous savez que le Congo, Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus proches, mais ne sont pas reliées par un pont. Ce qui doit donc se faire, il faut donc aménager les voies d'accès. Ensuite, aménagement fluviaux. Donc, axe 1, projet d'infrastructure routière
infrastructure fluviale, infrastructure ferroviaire. Axe 2, il faut renforcer la production d'une énergie stable, bon marché et accessible aux populations de la CEMAC. Il y en a 2. L'axe 3, promotion du marché unique. Pour mieux intégrer nos zones, nous pensons qu'il faut construire des ports secs. Je ne reviendrai pas ici sur les avantages et la nécessité des ports secs pour le développement d'un marché unique. Ensuite, l'axe 4, c'est la diversification économique. Il faut que nos États, et c'est leur souhait, puissent passer de la phase de première transformation à la phase de deuxième et même de troisième transformation. Et parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que ce bois soit traité sur place et qu'on cesse de le couper, de l'envoyer dans d'autres continents et d'acheter des résidus de bois pour faire des tables chez nous. Donc, et ceci, évidemment, dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, quels sont les résultats attendus? Je pense que ma présentation contient les résultats. Mettre en place des infrastructures de base, que sont les infrastructures de transport, d'électricité et de télécommunications sans lesquelles aucun décollage économique n'est envisageable. Faire développer l'énergie. Pourquoi? Parce que nous avons des programmes de développement et de transformation de nos ressources et pour les transformer, on a besoin d'électricité. Ensuite, développer les échanges intracommunautaires, la libre circulation pour garantir la sécurité alimentaire. Nous avons très bien vu comment l'absence d'une politique d'import-substitution a été à la base de la flambée des prix dès lors que la guerre a commencé en Ukraine dans notre sous-région. Donc pour faire face à ces chocs-là, il faut non pas seulement mettre en place la politique d'import-substitution, mais il faut favoriser le développement de la production agricole et la commercialisation à l'intérieur même de la sous-région. Ensuite, meilleure gestion de la forêt. Comment? En gérant nous-mêmes le processus de transformation de la filière bois, compte tenu, n'est-ce pas, des engagements pris par nos États dans le domaine du réchauffement climatique. Alors, le coût. Parlons d'argent maintenant, les choses qui fâchent, notamment dans les foyers. Le coût total du deuxième programme, c'est 8,835 milliards d'euros. Sur ce montant, nos partenaires qui sont la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la BDAC et les États membres eux-mêmes ont déjà mobilisé 1,513 milliards d'euros. Donc, il s'agit essentiellement du gap. Ce gap, c'est 7,3 milliards d'euros. C'est ce que nous recherchons pour compléter nos propres efforts. Et on compte mobiliser auprès des bailleurs traditionnels qui nous ont accompagnés dans le premier programme, auprès des investisseurs privés, internationaux et nationaux, parce que vous verrez dans les documents techniques que beaucoup de projets ont l'analyse économique a conduit, n'est-ce pas, plutôt au montage sous forme de PPP, et c'est comme ça que ça a été présenté. Nous pensons aux banques et fonds d'investissement des pays nordiques, de l'Asie, de la finance islamique, et nous pensons aux États amis, et nous disons anciens et nouveaux. La nouveauté n'excluant pas du tout les liens d'ancienneté, mais les liens d'ancienneté n'étant pas destinés à bloquer le nouvel esprit. C'est dans cet esprit d'ouverture que nous travaillons. Alors, quelle est l'ambition de mes patrons, des chefs d'État, dans la mobilisation des ressources? 1. Diversifier les sources de financement en mettant un accent particulier sur les ressources concessionnelles, les blended finance, la finance islamique, les partenariats publics et privés. Pourquoi? Parce que nous nous étions engagés librement à respecter les ratios de soutenabilité des dettes publiques dans la CEMAC, d'où les critères de convergence. Une fois qu'on a signé, on doit honorer sa signature. Le processus de mobilisation des financements, ce qui est intéressant, a déjà commencé. Parce que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la BDAC ont déjà dégagé des ressources pour la phase 2 du projet qui va de Pointe-Noire à N'Djamena. Ensuite, la route Kelo-Pala-Léré, la BAD a déjà financé la première phase.
avant même que la table ronde n'ait lieu. La route d'Indé-Dolisie sur le corridor Libreville-Brazzaville également. Le projet d'appui au développement intégré de la filière bois, là-dessus se trouve déjà la Banque africaine de développement, Afreximbank, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Et avant cette réunion, nous avions la BDAC s'était engagée sur le pont sur le thème. Le vice-président est là. Il vous dira les décisions qui ont été prises récemment à ce sujet. Donc, conclusion, j'ai dit que je n'allais pas parler beaucoup. Excusez-nous les enseignants, je dois m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que j'ai pu faire passer le message qu'on m'a demandé de faire passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire permanent, pour cette présentation extrêmement complète et très intéressante. D'abord de ce qui a été réalisé et du bilan que vous avez pu en tirer et des pipelines de projets qui restent à financer, même si on a compris que c'était des projets à la fois intégrateurs, vous l'avez souligné, mais des projets matures, à la maturité, avec toutes les études notamment déjà réalisées et donc suffisamment solides pour aller chercher des financements. Peut-être maintenant, du point de vue justement sous l'angle financier, monsieur le vice-président ECOGA, pardon, je vous laisserai peut-être nous présenter également votre point de vue sur ces sujets et également nous dire comment la BDEAC et comment avec d'autres acteurs vous entendez financer ces projets ou ce que vous recherchez également et comment ces projets peuvent être soutenus dans la sous-région. Merci Madame la modératrice. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aller dans le même sens que le secrétaire permanent du PREVSEMAC pour vous remercier pour avoir effectué le déplacement et assisté à cette présentation. À la suite de ce qui vient d'être dit, je pourrais tout simplement repréciser pour faire un peu le bilan du premier programme que lors de la table ronde qui s'était tenue en novembre 2020 ici à Paris, la BDAC s'était engagée à financer 6 des 11 projets qui avaient été présentés avec une enveloppe de 308 milliards de francs CFA. Ça correspond à peu près à 470 millions d'euros. Et depuis cette date, la BDAC a approuvé effectivement les 6 projets. Le dernier l'a été la semaine dernière. Donc nous avons approuvé les 6 projets et les montants qui ont été effectivement mis en place par la BDAC s'élèvent plutôt à 350 milliards, donc à peu près 534 millions d'euros, ce qui fait un taux de transformation de 113%. C'est-à-dire on est allé au-delà de l'annonce qui avait été faite. Et ces projets, comme le professeur l'a dit, en dehors du dernier qui vient d'être approuvé, tous les autres projets sont en cours d'exécution. On est donc vraiment dans du concret. Et à l'époque, nous avions identifié 3 principaux corridors routiers pour intervenir. Il s'agit du corridor Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso, Bangui, N'Djamena, du corridor Libreville-Brazzaville et du corridor Douala, Bata, Libreville. Donc les 6 projets qui ont été approuvés par la BDAC sont implantés sur ces 3 corridors. Donc au total, les montants que nous avons investis ont permis ou permettront de bitumer environ 600 km de route, 15 km de voies ferrées et surtout la construction de 2 grands ponts, 2 grands ouvrages d'art qui constituaient jusque-là des barrières naturelles sur l'ONTEM entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Il y a un pont de 900 mètres qui sera construit. Et puis à l'intérieur du Congo, pour aller vers la frontière centrafricaine, il y a un pont de 650 mètres qui sera construit. Donc voilà ce qu'on peut dire en termes de bilan du premier programme. Maintenant, pour le deuxième programme, ce qui est intéressant, c'est que ce programme-là va se greffer sur notre nouveau plan stratégique
qui concerne la période 2023-2027 et dont l'orientation stratégique, il y en a 3, mais la première orientation concerne l'intégration sous-régionale et avec un focus important sur les projets intégrateurs en ce qui concerne les infrastructures de transport ainsi que les infrastructures d'énergie. Et nous souhaitons aussi impacter la diversification économique. Et cela est en étroite cohérence avec les 4 principaux axes que le professeur vient de présenter. C'est-à-dire que notre plan stratégique actuel est totalement cohérent avec le 2e programme. Donc les projets que nous allons identifier seront dans les infrastructures de transport, naturellement, dans l'énergie et dans la diversification économique. Et à ce sujet, je peux dire que notre plan stratégique a mis en place des enveloppes dans lesquelles on va puiser pour intervenir dans ce 2e programme prioritaire. Nous avons une enveloppe d'environ 700 milliards de francs CFA pour tout ce qui concerne les infrastructures de transport. Ça fait 1,1 milliard d'euros. Une enveloppe de 170 milliards de francs CFA pour l'énergie, 270 millions d'euros. Et nous ambitionnons d'impacter la construction de 1500 km de routes régionales, 500 km de routes nationales, 150 km de voies ferrées. Nous aimerions, grâce à nos financements, augmenter la capacité de production en énergie de 300 MW pour pouvoir apporter de l'énergie à 3 millions de personnes qui n'en ont pas aujourd'hui. Et en termes de protection environnementale et sociale, nous envisageons, grâce à nos financements, dégager environ 250 000 tonnes de crédits carbone qui pourront être mis sur le marché. Et enfin, pour terminer, pour tout ce qui concerne l'import substitution, le professeur en a parlé, notre sous-région souffre d'un manque de production alimentaire. Nous dépensons en moyenne près de 3 000 milliards de francs CFA. Ça fait à peu près 5 milliards d'euros par an pour importer ce que nous consommons. Ce qui est totalement aberrant pour une sous-région dont la terre est la plus fertile au monde. Donc là aussi, nous allons investir dans tout ce qui est production alimentaire pour atteindre à peu près 100 000 tonnes de produits qui seront directement consommés localement. Voilà ce que je peux dire en guise de bilan du 1er programme et de perspectives pour le 2e programme. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, monsieur le vice-président. Je ne sais pas si madame souhaite ajouter quelque chose. Non. Alors, monsieur Jean-Hugues Chérif, vous êtes senior advisor chez Aegis. Et donc, on en a un peu parlé lors de la préparation de cette table ronde. Vous êtes aguerri sur les projets d'infrastructure et notamment sur le continent africain. Et donc, quel est votre regard sur ces projets et pouvez-vous nous dire à ce sujet? Merci de me prêter beaucoup plus de science que je n'ai, mais je vais essayer de pouvoir répondre à ça. Alors, je pense qu'en fait, ce qui est déjà assez intéressant, c'est de voir qu'en fait, les États d'Afrique centrale, donc la zone CEMAC, via la B2AC, sont dans une perspective où ils cherchent à mobiliser des capitaux, mais dans le même temps, sont eux-mêmes prêts en fait à eux-mêmes avoir des commitments. On n'est pas dans juste une demande de « venez me financer, j'ai besoin de routes, j'ai besoin de voies ferrées, j'ai besoin d'aéroports ». Non, je cherche un co-investisseur parce que moi-même, je suis déjà investisseur. Et ça, c'est quelque chose en fait d'assez fondamental. Si on regarde un peu au cours des, je pense, des 15-20 dernières années, tous les projets en partenariat public-privé, parce que ça va généralement être le mode de financement privilégié aujourd'hui pour les infrastructures dans les pays émergents, on n'a que 5% qui ont été faits dans les infrastructures de transport. Et essentiellement, aujourd'hui, ce qu'on a vu sont des infrastructures de transport parce que c'est ça qui permet d'intégrer une zone, en fait. Il faut qu'on puisse avoir une route entre le Cameroun et le Gabon, qu'on puisse avoir une route entre la RCA et le Cameroun ou d'une voie ferrée pour pouvoir, en fait, intégrer des zones et commencer à avoir un commerce qui soit beaucoup plus dynamique entre les zones. Et pour pouvoir faire ça, il faut que, donc, la force publique puisse elle-même dérisquer ces projets-là.
Parce que s'il n'y a que 5% de projets qui se font dans les transports et qu'on a 75% des projets qui se font dans l'énergie, c'est parce que les investisseurs préfèrent mettre leur argent dans l'énergie que dans le transport. Et ça, c'est simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les PPA qui sont passés dans l'énergie, il y a l'agence généralement qui distribue l'électricité, donc c'est l'État clairement en fait qui va payer l'électricité, donc on sait qu'il n'y a quasiment pas de risque de ce côté-là. Or, dans les projets de transport, généralement, ils ne sont pas rentables sans intervention du public. Donc, l'approche ici, pour moi, c'est la bonne. Et pour moi, il faut même aller plus loin. L'idée étant de se dire, aujourd'hui, lorsqu'on va approcher un investisseur ou un développeur de projet qui va vouloir prendre en charge un aéroport au Gabon ou vouloir construire une voie ferrée au Congo, lui dire, aujourd'hui, on a des ressources que nous, on va mettre à disposition en tant que banque de développement qui vont être donc un peu plus compétitives que ce que vous allez pouvoir aller chercher au niveau commercial. Il y a des ressources qu'on va aller chercher auprès d'investisseurs comme Standard, comme la Société Générale, etc., qui vont être de la dette pure et simple. Mais puisqu'aujourd'hui c'est le mot à la mode et c'est de toute façon ce qui est c'est dans l'air du temps, il faut qu'on aille vers des initiatives de blended finance où on va avoir besoin de dons. Il va falloir qu'on mette les critères ESG, les critères climatiques, etc., pour qu'en fait on puisse capter en fait des ressources de philanthropes, etc., pour pouvoir faire baisser le coût du capital et donc au final pouvoir délivrer des projets qui puissent générer en fait un certain profit pour le développeur qu'on veut insérer dans le projet. L'idée étant de se dire que on va passer d'une Afrique où on a vendu des PPP qui allaient être des projets d'infrastructure qui allaient être développés sans que l'État n'ait à mettre 5 francs. Ça, on a vu pendant 15 ans que ça ne marchait pas et ça ne va jamais marcher de toute façon. Et là, on va rentrer en fait dans plutôt une Afrique des institutions qui sont plutôt fortes et qui, elles, aujourd'hui, sont même investisseurs et cherchent des co-investisseurs. Maintenant, pour que cela marche, pour moi, il y a quelque chose d'essentiel. La première chose, d'abord, c'est d'avoir un conseil qui puisse en fait aider à créer l'architecture et le cercle vertueux autour pour que ça fonctionne. On a vu dans certains cas que des concessions pouvaient être données et retirées. On a vu aussi certains signer des contrats léonins parce qu'ils n'avaient pas le recul en fait sur ce qu'ils signaient. Donc pour moi, il va falloir en fait prendre des conseils qui sont expérimentés sur la région, mais aussi dans ces différents métiers-là, qui vont pouvoir structurer les transactions en meilleures conditions pour les États africains et là donc pour les États de la CEMAC, pour qu'en fait on puisse délivrer des infrastructures de qualité, mais au meilleur coût et à un coût supportable pour les populations. Parce que si on a clairement, en fait, un réseau ferré développé avec des trains qui sont du même niveau que ceux de la SNCF, quoique la SNCF parfois, voilà, et qu'à la fin, le prix du billet, c'est de 100 000 francs pour faire Douala-Yaoundé. Bon, le train, je pense que ceux qui vont le prendre, c'est surtout le vent, la poussière, c'est eux qui vont prendre le train. Il n'y aura pas d'usagers dans ce train-là, en fait, parce que ça va coûter trop cher. On va voir qu'on puisse en fait, baisser le coût le coût total de ces investissements-là, et ça peut se faire que parce qu'on a des conseils qui savent comment faire et qui ont déjà fait avant. Et enfin, pour moi, il faut aussi qu'on commence à penser à quelque chose, c'est à mobiliser l'épargne publique. Dans nos États, dès qu'on a besoin d'argent, on va aller regarder ce qui se fait dehors. C'est très bien de prendre de l'argent qui peut venir, en fait, en plus en hard currency, parce qu'on va avoir des euros et des dollars, ça va être intéressant, mais il faut qu'on regarde l'épargne publique. On a des fonds de pension aujourd'hui qui sont dotés de milliards de CFA. Et il faut qu'on puisse mobiliser ceux-là, surtout que ce sont des investisseurs à long terme. Le fonds de pension, je pense, des fonctionnaires du Cameroun, ils n'ont pas besoin de leur argent aujourd'hui, ils en ont besoin en fait sur une durée très longue, et ce sont ceux-là qu'on doit prendre pour pouvoir investir dans nos infrastructures, et pour que ça génère des ressources et donc des profits pour eux, mais surtout en fait qu'on ait un cercle vertueux du financement qui soit à la fois local et international, et ça aussi pour moi c'est du blended finance, et encore une fois cela ne peut s'achever que parce qu'on a un conseil qui puisse structurer de telles transactions de façon à pouvoir rassurer toutes les parties et faciliter le deal. Donc voilà un peu mon avis, et voilà pour moi la direction qu'on devrait prendre pour pouvoir financer les infrastructures dans ces zones-là, et surtout que ce soit périn, parce qu'encore une fois une infrastructure c'est fait pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, et si on a une infrastructure qui dure que 5 ans, c'est pas une infrastructure, c'est peut-être juste une structure. Merci beaucoup. Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit et sur ce qui a été en effet indiqué par les différents intervenants, le sujet, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir le bilan, parce qu'on vous avait rencontré il y a quelques années à l'Infra Week, justement pour la présentation du premier programme, et c'est toujours très intéressant de voir, surtout du point de vue d'une juridiction comme la France, de voir comment ces projets ont évolué et comment est-ce que cela a pu être également implémenté.
Ce qu'on constate aussi, et peut-être à l'aune des différentes tables rondes qui ont eu lieu dans le cadre de l'InfraWeek, c'est qu'il reste sur cette zone, et notamment la zone de la CEMAC, on parle de projets intégrateurs, on parle de gros projets, de projets lourds. On parlait ce matin dans le cadre d'une autre table ronde du fait qu'il y avait un peu un rétrécissement du volume des projets, et notamment en France ou en Europe, parce qu'on a plutôt des portefeuilles de plus petits projets, avec des plus petits tickets d'investissement à mettre dans le cadre de ces projets, et donc des structurations qui doivent s'adapter à une taille des projets qui se rétrécit un peu. Ensuite, et notamment sur cette zone CEMA qui est extrêmement riche en projets d'infrastructures et notamment d'infrastructures de transport, vous l'avez rappelé, la question des infrastructures des transports, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques que sur des problématiques UNR, où en effet on va retomber sur des mécanismes de project finance assez classiques, comme on peut les voir, et avec des acteurs qui vont peut-être avoir moins d'hésitation à aller sur du projet ENR parce qu'on est sur une thématique avec un acheteur unique qui va finalement vous acheter votre électricité. Et donc ça va être, si le PPA est bien négocié, ça va se passer relativement bien, même s'il y a toujours des sujets derrière. Mais sur la question de la problématique des transports, on est sur les infrastructures au sens presque noble du terme, j'ai envie de dire, avec des usagers derrière, qui doivent en effet payer pour l'usage en fait de cette infrastructure, mais aussi le besoin de financement additionnel, et vous l'avez très bien montré. Et là où la question aujourd'hui cruciale qui se pose et que nous posent les investisseurs, notamment venus d'autres espaces au niveau international, c'est comment dérisquer ces investissements, parce que nous sommes dans des zones où, bien évidemment, et notamment du point de vue extérieur, pour ceux qui connaîtraient moins, j'allais dire, la sous-région, peuvent se poser la question, comment est-ce qu'on dérisque ces investisseurs? Et on les voit bien, nous, en tant qu'avocats, c'est la première question qui nous est posée, comment enlever le risque? D'abord, le risque du point de vue juridique, réglementaire, le changement de loi, est-ce qu'on peut intégrer des clauses de stabilisation ou dans ce type de contrat, le risque, bien évidemment, mais ça c'est pareil partout, comme je le dis souvent, le risque politique, les risques en termes de différents... on a cette matrice des risques qui est très nourrie. Et également aujourd'hui, et c'est là où c'est très intéressant de vous entendre, les risques qui sont des risques environnementaux, des risques climatiques, comment est-ce que cela est adressé? Et ce qui est très satisfaisant quand on fait, comme nous, le pont entre ces différentes, j'ai envie de dire ces différents continents, c'est de voir que ces risques-là, ils sont pris en compte, en effet, par les institutions et notamment au sein de la zone, et qu'ils vont pouvoir aider également des investisseurs étrangers à dérisquer leurs projets. Vous parlez d'émissions carbone, il est clair que par l'intermédiaire des contrats de compensation carbone, on peut également, à côté des contrats de tête, etc., dérisquer ces projets. Donc, bon, c'est en tout cas, je pense, ce qui est très intéressant de voir, c'est que ces projets, du coup, peuvent grandir dans des environnements qui sont aujourd'hui peut-être un peu mieux connus, un peu plus sécurisés, avec des PPP guidelines et dans le cadre de framework PPP, partenariat public-privé, pardon, d'un point de vue juridique, qui sont un peu mieux assis, avec le soutien des institutions financières internationales. Maintenant, la question, et je pense que la question que vous souhaitez soulever ici, certainement, c'est celle du recours au privé, au capital privé, et notamment venu d'autres juridictions. Et je suis sûre qu'il y aura certainement des questions dans la salle à cet égard. Voilà, moi, ce que je voulais juste ajouter, plus d'un point de vue pratique et par rapport à ce que cette présentation des projets peut inspirer, en tout cas pour plus du point de vue juridique et contractuel. Et c'est vrai que le mode PPP peut être, selon la façon dont on l'utilise, bien évidemment, peut être, me semble-t-il, assez vertueux et assez utile. Alors peut-être je vois qu'il reste, je ne sais pas si vous souhaitez peut-être réagir et sinon que nous laissions peut-être le temps à la salle, voilà, d'échanger et de vous poser des questions, de profiter de votre présence ici en France et à Paris. Merci encore pour pouvoir vous adresser un certain nombre de questions. Qui souhaite prendre la parole? Oui, monsieur. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît.
Alternaccess. Ce que je trouve intéressant, déjà dans la démarche des projets qui sont montés, j'allais dire in situ, sur place, c'est que ces projets viennent du continent. Parce qu'on a passé des années à voir des gens qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, ont pensé des infrastructures et ont voulu apposer, comme ça, les choses sur place. Et donc moi, je suis particulièrement sensible à la belle énergie qui se déploie pour monter des projets sur place, avec des personnes qui s'engagent, qui réfléchissent, qui rassemblent des moyens. Et ça, c'est encore vraiment un aspect à mettre en avant. Et moi, je trouve que quand on parle de risque, quelque part, donc c'est vraiment immatériel, mais quelque part, ça raconte quelque chose. Parce que moi, j'ai passé 60 ans, j'ai vu tellement de choses qui débarquaient. Là, je parle particulièrement du continent dans son ensemble, sans citer de pays, sans citer de projet, mais qui débarquaient sur place. Et donc, à chaque fois que quelqu'un se bouge et dit, voilà, on a identifié le besoin d'une infra, on a rassemblé des compétences, on se bouge, et bien, je trouve que, quelque part, quand on est sur le terrain du risque, c'est pas une considération, j'allais dire, classique, mais quelque part, on va dans le bon sens, déjà. Et donc, je dis déjà bravo à toutes ces personnes qui se bougent sur place avec des besoins plus ou moins importants. Alors ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le ressenti par rapport à justement l'interface qui est à jouer entre cette manne financière qui aujourd'hui est considérable. Je crois qu'il faut vraiment acter ça. C'est une époque très singulière. La manne est considérable. Et il y a des projets qui sont vraiment à financer et qui sont justes et beaux, j'allais presque dire, ça comme ça, juste et beau. Et il y a parfois il y a des choses qui achoppent, qui coincent un petit peu par rapport au montage des dossiers eux-mêmes, à la formulation, aux normes internationales. Alors, comment ressentez-vous l'évolution sur ce terrain-là, la capacité à entrer dans alors j'utilise un mot un peu fort, mais ces espèces d'exigences ou ces normes internationales qui sont assez prégnantes. Voilà. Comment vous vivez cela pour les gens qui sont là engagés dans des projets? Comment vous vivez l'évolution vers, j'allais dire, un peu maladroitement, plus de conformité à ces exigences internationales, alors que la manne financière, je le répète, elle est là. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question-là. Vous souhaitez répondre, monsieur le professeur ? Merci beaucoup. D'abord, merci pour les observations à l'endroit des équipes qui travaillent sur les projets. Je voulais dire que nous sommes conscients de la nécessité d'un accompagnement au niveau des techniques de négociation. Notre accompagnement, ce n'est pas au niveau du montage des projets. Ça, nous savons le faire, comme vous avez pu le constater vous-même et comme vous le constaterez à la lecture de la documentation. Le problème, généralement, c'est la capacité de négocier, de réussir des montages qui fassent en sorte que le projet exécuté soit réellement au bénéfice des populations. Parce que si vous avez un barrage qui, à cause de la manière dont la concession a été négociée et rédigée, fait en sorte que le coût de kilowatt d'électricité soit inabordable, alors l'objectif initial, ce n'était pas de fournir l'électricité gratuite, c'était de faire en sorte d'augmenter l'accessibilité des populations à l'électricité. Alors on aura peut-être un oasis, quelques hauts fonctionnaires, quelques responsables nationaux qui pourront payer, mais on n'aura rien changé à la situation réelle des populations. Parce que l'amélioration de la qualité de la vie, c'est aussi l'accessibilité, n'est-ce pas, aux biens et aux produits qui sont faits avec les ressources de l'État et les ressources nationales. Donc je pense que, et lorsqu'on a vu les divers contrats qui ont été signés parfois, c'était aussi, dans certains cas, un manque d'habitude
ou je ne vais pas dire d'expertise, mais un manque parfois de connaissance des conditions de négociation. Et ça a parfois porté des préjudices sérieux. Il y a aussi eu le cas des contrats tout faits, on ne va pas citer, sur des projets choisis d'ailleurs, avec des contrats tout faits, qui ont aussi créé des dommages, qui n'ont pas du tout conduit à protéger l'environnement. C'est-à-dire, on a fait parfois des barrages, et nous avons malheureusement des cas vite fait, et dès qu'il pleut, ça a cédé, ça a inondé, ce n'était même pas le lieu. C'était le barrage choisi sur une carte quelque part. Ce qui ne veut pas dire que les fils du coin sont toujours les mieux indiqués, mais au moins, ils ont vécu là-bas et ils savent que le terrain glisse à tel endroit sans même besoin de faire une étude parce que le papa avait un pâturage là-bas. Donc je veux par là dire qu'il est important qu'en dernière analyse, une fois qu'on a identifié les financiers, qu'on sache comment bien manier les ressources concessionnelles, le blended finance, etc. Que le deal final soit monté suivant les règles de l'art. Nous n'avons pas de problème à ce niveau. Ce que nous voulons, c'est d'amener des projets qui soient bancables et évidemment dans la mise en œuvre des projets, quelle que soit leur bancabilité, il y a toujours la qualité des accords qui sont signés. Donc nous ne sommes pas encore au stade de la signature des accords, nous sommes au stade de la mobilisation des ressources. Mais nous tiendrons bien compte, bien évidemment, au niveau de la négociation. Et nous savons aussi que nous avons notre banque de développement qui est avec nous. Nous avons aussi la BEA qui nous assiste parce que nous avons des accords qui sont signés sur la qualité et le niveau de l'endettement et nous sommes toujours ensemble dans ces discussions pour faire en sorte que, et également l'Organisation mondiale du commerce, parce que lorsque nous avons des dérogations, il ne faudrait pas que les régimes dérogatoires que nous demandons pour tel ou tel produit ne soient pas conformes à la norme internationale en la matière. Donc oui, nous tenons compte des normes internationales. Dernier élément, c'est le risque. Vous savez très bien, et je ne vous apprends rien, dans la plupart des institutions, ce risque est évalué pour les projets de 0 à 7. Alors, on a veillé à ce que dans les projets que nous avons ici, que le risque soit dans les limites acceptables. Et vous verrez dans le calcul des risques que nous avons fait dans les dossiers techniques. Nous n'allons pas quand même prendre votre temps à expliquer comment nous avons procédé parce que la plupart des gens ici sur la table savent très bien comment on calcule le risque. Ce que je veux dire, risque politique dans notre région, les conflits armés dans notre région et de sécurité se situent essentiellement à l'ouest du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. C'est un conflit à l'intérieur des frontières nationales qui n'a pas encore débordé hors des frontières nationales. Nous avons des conflits au nord du Tchad et au sud du Tchad et au nord du Cameroun et qui touchent également le nord du Nigeria avec Boko Haram. Il y a au niveau de la RCA ce que je n'appellerais pas guerre civile, c'est surtout des troubles et des tensions internes. Parce que tout le monde connaît la classification, n'est-ce pas, les troubles et les tensions internes, le conflit armé non international qui peut prendre des formes d'intensité grande ou petite, et le conflit armé international qui lui déborde sous la souveraineté de la frontière nationale et oppose un sujet de droit international à un non-sujet ou deux sujets de droit international. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le conflit politique, conflit sécuritaire, ça a beaucoup réduit. Conflit politique aussi a beaucoup réduit, en ce sens que tout le monde a compris aujourd'hui l'intérêt des élections libres. On a vu ce qui s'est passé dans un de nos pays, n'est-ce pas, où, en raison de la contestation des élections, le résultat est là. Nous avons une jeunesse qui n'accepte plus certaines situations, et ça c'est bien. Elle est nombreuse, elle est plus formée, et on va vers l'avenir en qualité. N'est-ce pas? Les gens de ma génération vont commencer aussi à dégager progressivement le plancher pour laisser la place à ces gens qui sont frondeurs. C'est parfois un peu dur avec nous, parce qu'ils estiment parfois que nous avons échoué, mais c'est leur rôle. On est toujours agité. Chez moi, on dit que toute feuille de plantain, n'est-ce pas, commence par être verte, et vers la fin de la vie, la feuille de plantain devient jaune, puis elle tombe. Donc,
C'est comme ça le sens de la vie. Si une feuille verte ne bouge pas beaucoup, ça veut dire qu'elle n'est pas verte. La verdure signifie le mouvement. Mais quand tu deviens jaune pour nous, les fils de planteurs, cela veut dire que tu tires vers la sorte. Ça n'a rien à voir avec la couleur de mes habits, mais enfin, c'est ce que ça signifie. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et enfin, décrisper sur le plan juridique, alors là, oui. Et c'est là que la BDAC est là et qu'on profite des occasions comme celle-ci pour expliquer et dire que d'une manière ou d'une autre, au moment de la négociation des conventions, bien évidemment qu'il faudra que l'on dérisque pour que les gens soient encouragés à venir. Voilà ce que je voulais dire sur les 4 préoccupations qui ont été soulevées. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais au moins j'ai essayé de répondre. BDAC. Je vais peut-être ajouter un ou 2 éléments. Le premier, c'est sur le problème de dérisquer les investissements. Effectivement, il y a un risque juridique lié, comment dire ça, à la protection des investissements. Il est important, lorsqu'un investisseur arrive avec ses financements, qu'il soit sûr que l'argent qu'il va injecter dans l'économie est protégé par la loi et que au bon gré de tel ou tel individu, une loi contraire ne va pas venir mettre à mal son investissement. Et dans la sous-région, la plupart des pays ont des lois qui protègent des investissements étrangers, mais surtout, nous sommes en train de travailler dans les 6 pays pour avoir une loi communautaire qui encadre le partenariat public-privé. Et étant donné que, comme vous le savez, la législation communautaire est au-dessus des législations nationales, dès lors que cette loi communautaire sur les PPP sera adoptée, elle protégera encore mieux les investissements directs étrangers. Le risque financier, il pourrait exister, mais bon, je pense que le collègue Degis l'a bien explicité. Les études qui sont faites montrent que les projets qui sont promus en partenariat public-privé sont ceux qui dégagent suffisamment de cash flow pour les investisseurs pour rentabiliser leur mise. Donc ce ne sont pas tous les projets qui seront développés en PPP. Il y a un certain nombre de projets d'infrastructures de transport et d'énergie qui sont promus en PPP. Mais il y a d'autres, par exemple, il y a des projets routiers qui ne peuvent pas être promus en PPP parce qu'on a un trafic journalier qui ne dépasse pas 1000 voitures. Or, par expérience, pour qu'une route puisse être promue en PPP, il faut au minimum un trafic de 30 000 voitures par jour. Donc ces projets-là seront financés par des mécanismes classiques, c'est-à-dire soit par des dons, soit par des prêts concessionnels aux États. Le risque environnemental et climatique, là aussi c'est un risque qui existe, mais tous ces dossiers, tous ces projets ont fait l'objet, comme ça a été dit, d'études environnementales et sociales assez approfondies, et avec une identification des risques potentiels et en face des mesures de mitigation pour atténuer ces risques. Il est évident que si vous voulez construire une route dans la sous-région, si on demande de ne pas couper les arbres, on aura du mal à le faire. Si on demande à rien planter, ça sera totalement superfétatoire dans la mesure où vous déblayez un terrain aujourd'hui, dans 3 mois, la nature reprend ses droits. Donc tous ces risques-là ont été identifiés et sont mitigés. Et je voudrais préciser autre chose, et ça aussi c'est une spécificité que nous avons eue au niveau de notre sous-région, c'est que toutes les études qui ont conduit à retenir ces projets ont été financés entièrement par les mécanismes internes. Il n'y a pas eu un seul financement externe. Nous avons un fonds de développement de la communauté qu'on appelle l'OFODEC qui a servi à financer toutes ces études. Donc c'est donc un travail interne qui a permis d'en arriver là. La dernière question sur le respect des normes internationales, je présume tout ce qui concerne les changements climatiques, la protection environnementale et autres. C'est vrai que
tous nos pays sont signataires des accords internationaux qu'ils doivent respecter. Nous aussi, en tant qu'institution de financement et de développement, nous sommes tenus par nos engagements vis-à-vis de nos partenaires. Mais nous pouvons quand même constater que depuis 2020, il y a quand même 2 événements majeurs que le monde a traversés, c'est-à-dire la crise de la pandémie de Covid et puis les événements en Ukraine. Et cela a amené beaucoup de pays soit à faire du quoi qu'il en coûte, donc c'est-à-dire en se surendettant, soit à revenir sur un certain nombre de mesures environnementales et sociales pour tenir compte de leurs besoins en énergie pour maintenir leur niveau de productivité. Donc aujourd'hui, il ne saurait être question que la zone CEMAC se saborde elle-même dans sa quête ou dans son cheminement vers le développement. Nous avons des engagements internationaux à respecter, mais nous devons aussi prévoir, nous devons aussi prioriser surtout le bien-être de nos populations. Ça, c'est très important et c'est pour cela que notre démarche, qui est une démarche inclusive en interne et avec une ouverture externe, est une démarche importante. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes et c'est pour cela que les chefs de l'État de la sous-région ont mandaté la BDAC dans le cadre du premier programme et du second pour être chef de file de la mobilisation des ressources financières, pour que nous comptions d'abord sur nous-mêmes avant d'aller tendre la main. Parce que comme on le dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Nous ne voulons pas être en position de celle qui reçoit. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci, Monsieur le Professeur. Merci à tous. Nous allons malheureusement devoir quitter la salle, je crois, parce que la séance est terminée. Mais merci encore à l'auditoire et à très bientôt.